stupeur chez Red Bull, Christian Horner quitte l'écurie de F1. Le patron est débarqué après 20 ans de règne, 8 titres de champion du monde, des pilotes et 124 victoires. Quelles sont les raisons de cette éviction? Mystère, paye-t-il cache les résultats décevants de son équipe? Est-ce le contre-coup du Horner Gate? Un choix politique des actionnaires? Max Verstappen a-t-il obtenu sa tête? Condition sine qua non pour rester au sein de Red Bull, alors que la rumeur l'annonce en partant chez Mercedes. Quid de son successeur? Quel avenir pour Christian Horner? Peut-il rebondir chez Ferrari ou ailleurs? Débat. Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour On refait la F1, votre émission hebdomadaire sur l'actualité de la Formule 1. Désormais, vous le savez, chaque lundi. Merci pour votre fidélité et n'hésitez pas à nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne YouTube et à liker la vidéo s'il vous plaît. Je vous rappelle que nous sommes également disponibles en podcast audio sur Apple Podcasts, Spotify et Deezer. Il nous fallait un team principal d'expérience pour parler du sujet principal de ce jour, à savoir l'éviction de Christian Horner à la tête de Red Bull. Notre team principal cette semaine, c'est Monsieur Ange Pasquali, ancien patron de l'écurie Toyota F1. Salut Ange. Bonjour Olivier, bonjour à tous. Content de te revoir Ange et on profite de ta jolie vue sur Ajaccio et le golfe d'Ajaccio. On avait peur, Guillaume, qu'on ait du mal à faire une émission hebdomadaire cet été autour de l'actualité de la F1, que ça explose de tous les côtés. À mes côtés, le sang d'Alpine coule dans ses veines. Monsieur Guillaume Pommier. Et salut toujours, Guillaume. bonjour Olivier, bonjour à tous. En plateau également, notre tifosi, le gardien de l'église Ferrari, Alain Didica, alias Don Camille. Bonjour mon père. Bonjour à tous. Et à ses côtés, son acolyte de Maranello, Monsieur Fabrice Marcella, alias Pépone. Salut Olivier, bonjour à tous. Olivier, je voulais juste te dire, le bleu de Red Bull te va très bien. Ben oui, j'ai troqué la tunique verte d'Aston Martin pour rendre hommage à Red Bull et aux 20 ans de bon et service de Christian Horner. Et puis regardez, j'ai aussi mis la casquette de notre ami Russell, parce que je suis persuadé qu'il y a un avenir chez Red Bull. On verra. On des n'ouvre les infos pas. qu'on n'a pas, c'est ça. Voilà. Allez, un mot au sujet du sponsor de notre émission. Il s'agit bien sûr de Winamax, le site de paris en ligne. Winamax offre à tous les nouveaux joueurs 2 bonus de bienvenue exceptionnels pour parier et pour découvrir vos avantages. Rendez-vous en fin d'émission dans la rubrique pronostic ou encore dans la description de la vidéo. Je vous rappelle que les jeux d'argent sont strictement interdits aux mineurs. Je regarde Guillaume et je vous rappelle également que c'est un jeu et qu'il ne permet pas de s'enrichir, qui n'est pas une alternative au travail. En tout cas, un grand merci à Winamax de nous soutenir. Radio check. Loud and clear. Place à présent à l'infochoc, l'éviction surprise de Christian Horner, le patron historique quitte Red Bull. L'annonce surprise, l'annonce choc est tombée ce mercredi 9 juillet. Coup de tonnerre, Christian Horner, le patron de l'écurie F1 Red Bull, est évincé après 21 ans et presque de bons et loyaux services, c'est moins qu'on puisse dire. On peut dire que c'est un départ surprise. On a vu qu'il était assez choqué. Il y a une petite vidéo qui a même leaké sur les réseaux sociaux qui montre Christian Horner en larmes et la voix tremblotante devant ses équipes annonçant la mauvaise nouvelle à Milton Keynes. Il est visiblement pris par surprise. Passage de témoin immédiat. Laurent Mekies, jusqu'à présent patron de Racing Bulls, prend les rênes de la curie mère d'Espa. Alors avant de revenir sur la mésaventure qui arrive à Christian Horner. Un petit mot sur Laurent Mekies, avec Don Camille. C'est une technique de base de management ou Pépone que de ne pas laisser la chaise vide et de passer vite à autre chose. Ça prouve juste que c'était décidé à l'avance par Red Bull. C'est pas tombé comme ça. D'autre part, notre ami Mekies fait du bon boulot. Donc c'était tout trouvé, quoi. Je dirais, ça ne me paraît pas bien compliqué. Celui qui a été surpris, c'est Christian Horner. Ouais. Pépone, peut-être une réaction. On sait que certaines écuries aiment bien prendre son temps, faire monter des gens en interne. Là, ça a été... On a du mal à mesurer pourquoi était-ce aussi urgent, finalement, de faire sortir
le patron de Red Bull, sans attendre, pourquoi pas, la fin de saison. Est-ce que réellement, ça ne va pas davantage déstabiliser l'équipe plutôt que d'essayer d'aller chercher les points qui restent à prendre d'ici la fin de saison? Donc, je ne sais pas si ça s'est déjà passé dans l'histoire de la F1, j'imagine que oui, je ne l'ai pas en tête, mais voilà. Chez Ferrari, oui. Peut-être que ça va encore se passer d'ailleurs, mais bon, on n'a pas cette info-là. Mais c'est vrai que c'est assez étonnant de le faire aussi précipitamment, comme si il y avait cette urgence-là à régler un problème qui peut-être va mettre du temps d'ailleurs à être réglé. Ange, quel est ton sentiment sur ce remplacement? Il est déjà aux commandes, hein. Dès le lendemain de l'éviction d'Horner, il était déjà du côté de Milton Keynes. Ton sentiment, toi qui as vécu cela du côté de Toyota, est-ce que c'est une manière aussi de couper au scalpel et de dire on ne peut plus revenir en arrière parce qu'on a déjà mis quelqu'un à la place, quoi? De toute façon, alors oui, c'est une nouvelle surprenante et toujours pareil, de la manière dont c'est opéré, mais ça fait partie intégrante de ce genre de poste. On est hyper exposé, votre serviteur peut vous en parler, et ça a été tout aussi brutal pour moi. Donc, ça s'est déjà passé, il y a eu David Richards dans le passé, chez Ferrari, ça s'est passé plusieurs fois. C'est souvent, ça doit être brutal, parce que lorsqu'on est à ces postes-là, forcément, c'est avec effet immédiat, on doit quitter ses fonctions tout de suite, dans l'heure, parce qu'on a accès à des informations d'un niveau de confidentialité qui fait que la personne ne peut pas rester en poste. Donc c'est de facto brutal. Ceci dit, Christian Horner n'est pas dupe, et c'est certainement celui qui a eu une longévité incroyable à ce poste-là. 20 ans. Donc 20 ans, honneur à lui, et quels 20 ans? 20 ans avec des titres, 20 ans avec du succès, 20 ans avec une montée en puissance incroyable de Red Bull. Donc, c'est bienvenu en F1. Ton sentiment sur l'arrivée de Laurent Mekies, c'est une belle promotion et on sait qu'il a des bons résultats chez Racing Bull, l'écurie sœur, donc c'est quand même facile d'aller le chercher là-bas, hein. C'est comme une promotion interne, on pourrait le dire. Et puis, il a un sacré CV, le garçon, hein. Il a un bon CV, il semble avoir toutes les compétences requises pour diriger une écurie. Un Français de plus. Un Français de plus, exactement. Il rejoint la grande et belle série des types principales français. Même s'il était déjà chez Racing Bull. Exactement. Et Red Bull fait un peu... c'est le slogan « Le roi est mort, vive le roi ». En fait, on n'attend pas. Voilà, c'est ça que je voulais dire. On n'attend absolument pas. Et on veut effectivement montrer qu'il y a de la continuité, il n'y a pas de vacances. En fait, il n'y a pas de vacances. Je pense qu'on va en parler après, donc je ne vais pas m'étendre, mais il y a deux choses, quoi. Est-ce que c'est en fait... il y a la décision en elle-même, puis il y a le timing de la décision. Si la décision en elle-même peut se comprendre, pour différentes raisons, on va y revenir plus tard, je pense que le timing est quand même surprenant, quoi. C'est quand même à 2 courses de la trêve estivale. Je ne comprends pas pourquoi Red Bull n'attend pas 15 jours pour annoncer ça au mois d'août, quoi. Sachant que c'est une mini-trêve, hein. Il n'y a pas de Grand Prix d'ici 15 jours, donc c'est aussi une mini-trêve avant la trêve estivale. Donc c'est vrai que c'est un moment un peu particulier. Cette annonce est arrivée au moment où on l'attend le moins. On a vu... donc Ami, depuis le début de la saison, quasiment à chaque Grand Prix, l'annonce par la rumeur, notamment du côté de l'Italie, de l'éviction de Christian Horner. Le summum a été atteint, le paroxysme de la rumeur a été atteint à Imola il y a quelques semaines maintenant. Et puis la rumeur s'était un peu éteinte, peu à peu, poussée par une autre, celle qui venait du côté de chez Ferrari de Vasseur, qui était également dans l'œil du viseur. Et puis, boum, on a vu que... moi, ça m'a vraiment déstabilisé, cette annonce. Donc, moi, je dirais comme Ange, bienvenue en Formule 1. C'est normal. On peut tout aussi bien dire que c'est bien calculé de faire ça en plein milieu de saison, quand il y a une trêve, comme on pourrait ne pas dire ça. Chez Renault, chez Alpine, c'est arrivé comme ça aussi, au niveau de la trêve. Après, ce qui va être intéressant, c'est tout ce qui va se passer après, parce que là, il va y avoir un gros jeu de quilles, un jeu de quilles gigantesque, et ça risque d'être assez amusant. Donc, pour nos émissions entre les grands prix, on aura de quoi faire. Mais donc, Camille, souvenez-vous, la dernière prise de parole officielle en conférence de presse de Christian Horner, c'était la semaine dernière à Silverstone. Je prends un témoin, Pépone, alias Fabrice Marcella.
il a pris la parole, et c'est paradoxal, pour prendre la défense et apporter un soutien appuyé à Fred Vasseur. S'il se savait menacé à ce moment-là, je ne suis pas certain qu'il aurait défendu la personne qui serait amenée légitimement, d'ici quelques mois ou quelques années, à briguer son poste. En effet, il ne donne pas le sentiment, en tout cas, d'avoir eu l'info avant. Et donc ça reste... en même temps, les uns et les autres, on peut ne pas être surpris par la manière de faire, puisque Red Bull, il le faisait déjà avec ses propres pilotes. Donc ils ont une manière de gérer leurs collaborateurs qui est assez brutale, que ce soit du numéro 1 de l'écurie jusqu'à tous les pilotes. Donc, mais effectivement, semaine dernière, on avait plutôt quelqu'un qui prenait la défense d'un Vasseur qui est lui-même en difficulté. Oui, c'est surprenant, effectivement, cette rapidité, en tout cas, de décision. Alors, j'ai discuté avant le début de cette émission avec Éric Bouillet, qui ne peut pas être avec nous cette semaine parce qu'il est en vacances. Lui, il ne croit pas au fait que ça soit si soudain. Lui, il pense que c'est quelque chose qui se négocie depuis des mois et ils sont arrivés à un accord. Moi, j'ai du mal un petit peu à l'imaginer parce qu'il semblait vraiment déstabilisé et surpris quand même. Ouais, moi, je pense qu'on est quand même tous surpris. Enfin, tous les suiveurs de la F1 sont surpris par le timing de l'annonce. À la limite, l'année dernière, en début de saison, avec le Horner Gate, on aurait peut-être pu plus s'y attendre. Mais là, franchement, pas du tout. Après, c'est quand même pas totalement surprenant sur le fond. Et je peux juste donner un peu quelques arguments. Alors déjà, en toile de fond, il y a quand même la situation sportive de Red Bull qui est pas très bonne. Et après, il y a tout ce qui est extra sportif pendant un an et demi. Voilà, on va y venir. Mais donc, moi, je pense que c'est plutôt le timing qui est surprenant. Par contre, sur le fond, on va en discuter. C'est juste la Formule 1, quoi. Alors, en tout cas, les réactions, elles n'ont pas été très nombreuses. Red Bull n'a pas du tout justifié le départ de son team principal et les patrons de son écurie. Je cite Red Bull qui remercie Christian Horner pour son travail sans relâche et exceptionnel. Il a contribué au développement de l'équipe jusqu'à devenir l'une des plus couronnées en Formule 1, voilà, qui est plutôt assez banale et assez sobre, dirons-nous. De son côté, Christian Horner a publié un petit communiqué. Je le cite: après une incroyable aventure de 20 années passées ensemble, c'est le cœur lourd qu'aujourd'hui je dis au revoir. C'était que j'ai tant aimé. C'est un honneur d'avoir été acteur de cette période exceptionnelle du sport automobile. Je pars avec une immense fierté pour tout ce que nous avons accompli et avec beaucoup d'espoir pour ce qui se prépare pour 2026, ainsi qu'un profond respect pour toutes celles et ceux qui font la F1, qui font de la F1 le pinacle qu'elle est aujourd'hui. Je trouvais cette déclaration particulièrement classe, messieurs. Par contre, une beaucoup moins classe, celle d'Helmut Marko. Sobre, dirons-nous. Christian et moi avons travaillé ensemble avec beaucoup de succès pendant plus de 20 ans, aussi bien en F1 qu'en Formule 3000. Je tiens à le remercier sincèrement pour cela. Voilà. En même temps, il était en train de sourire, croyez-moi. Service minimum. Voilà. Mais service quand même. Et il enchaîne quand même tout de suite, il se tourne vers le futur en déclarant: concernant la situation actuelle sportive, il reste encore 12 Grands Prix et nous continuerons à nous battre pour le titre pilote tant que cela restera mathématiquement possible, promet-il. Voilà, lui, il est déjà tourné vers l'avenir, malgré ses presque déjà 80 balais. De son côté, le premier intéressé, bien sûr, le pilote quadruple champion du monde, Max Verstappen, lui aussi a été particulièrement sobre. Je le cite, sa publication sur Instagram. De ma première victoire en Grand Prix à mes 4 titres de champion du monde, nous avons partagé des succès incroyable. Nous avons remporté des courses mémorables et battu d'innombrables records. Merci pour tout, Christian. Voilà, encore une fois, qui est particulièrement sobre. Bref, vous l'aurez compris, il n'y a aucune raison officielle qui est avancée pour l'éviction de Christian Horner au sein de Red Bull. Pas de polémique particulière. Quelles sont les raisons de cette éviction? En voilà une bonne question à laquelle on va tenter de répondre maintenant. Pourquoi est-il viré? Tu le disais en préambule tout à l'heure, Guillaume. Est-ce qu'il paye tout simplement première piste les résultats décevants, les résultats en berne de l'écurie de Red Bull depuis le début de la saison? Je rappelle que Red Bull est aujourd'hui seulement 4e au classement constructeur, derrière bien sûr McLaren, Ferrari et Mercedes. Donc, mathématiquement, ça va être difficile de revenir. Il y a deux lectures. Pour moi, il y a une lecture sportive et une lecture extra-sportive. La lecture sportive, c'est évidemment les difficultés de Red Bull en piste depuis 1 an et demi, 2 ans. Il y a eu 2 saisons excellentes, 2022-2023, où je pense que la RB19, notamment en 23, était l'une des
voitures les plus dominantes de l'histoire de la F1, hein, il faut quand même le souligner. Et puis en 24, on a eu une érosion de la domination. Alors Verstappen a quand même été champion pilote, mais c'était déjà plus la meilleure voiture, la Red Bull, c'est McLaren qui est passé devant. Et puis là, en 25, c'est encore moins bien. La voiture est clairement loin des premiers rôles. Et Verstappen, avec son talent, n'a gagné que 2 courses sur 12. Ça, c'est le sportif. Et après, extra sportif, il y a plein de choses. Ça commence avec le Horner Gate l'année dernière. On reste sur le sportif, si tu veux bien. On parlera du reste plus tard. Concrètement, les amis, qu'est-ce que vous en pensez? Peut-être, Ange, la 5e place seulement au Grand Prix de Silverstone de Max, est-ce que tu penses à sceller le sort d'Horner? Moi, je n'ai pas trouvé que les performances intrinsèques de Red Bull et les choix stratégiques qui avaient été faits étaient les mauvais. Hein. C'est juste pas de chance qu'il ait plu, quoi. C'est tout. Alors déjà, quand on a archi dominé les X dernières années de la F1, avec les titres que l'on connaît pour Red Bull, si les mauvais résultats, entre guillemets, parce qu'il a quand même fait des pôles, il a quand même gagné... si ça suffisait pour déjà couper des têtes au bout de 10 Grands Prix, ça me semble un peu une décision hâtive. Parce que alors, ça voudrait dire qu'une équipe peut avoir à un moment donné connaître une baisse de régime. C'est là où il faut justement, si on est une grande équipe, se serrer les coudes et montrer que parce qu'on est une grande équipe, on rebondit. Il ne faut pas oublier que la pole de Silverstone est une pole d'anthologie. Incroyable. Avec tout le respect que j'ai pour le talent de Max Verstappen, je veux dire, jusqu'à preuve du contraire, on n'a jamais fait une pole position et de cette manière avec une voiture qui ne marche pas. Donc après, qu'elle ne marche pas de façon constante sur tout un Grand Prix, ça c'est autre chose. C'est le travail justement de toute l'équipe technique de faire en sorte que l'on puisse avoir le même niveau de performance sur l'entièreté de l'événement. Ceci dit, j'ose espérer que ce n'est pas pour une question de résultat que la tête de Christian Horner a été mise à prix, parce qu'alors là, ça serait vraiment décevant et pas du tout à la hauteur d'une équipe championne du monde. Si vous me permettez, très rapidement, pour revenir à ce qui a été dit tout à l'heure sur les commentaires de son éviction, je voudrais quand même qu'on précise quelque chose qui a été éludé. C'est le commentaire, un vrai communiqué de presse, plus qu'un commentaire, très surprenant du manager de Verstappen. On n'a jamais vu le manager d'un pilote faire un communiqué de presse officiel pour commenter une décision au niveau de l'organigramme de l'équipe. Enfin, du moins de mémoire, je ne me rappelle plus que quelqu'un dont la tête soit tombée, le manager d'un des pilotes, qui fait un communiqué officiel. J'ai trouvé ça surprenant, en tout cas. Et qu'est-ce qu'il a dit dans ce communiqué, Ange, en résumé? Qu'ils avaient été mis au courant avant. C'est un communiqué un petit peu langue de bois qui, en gros, dédouane un petit peu. Bon, nous, on n'a rien à voir dans tout ça. Ouais, j'ai trouvé que c'était quelque chose qui était, somme toute, malvenu, voire inutile, parce que, à mon avis, ça aurait été beaucoup plus classe de ne rien dire du tout. Et à ce moment-là, le commentaire très bref de Max Verstappen sur son réseau social était suffisant. Je remercie Christian pour toutes les victoires que l'on a eues, pour tous les moments forts qu'on a vécu ensemble. On passe à autre chose. Tifosi, vous partagez l'opinion de Ange concernant les résultats sportifs, c'est pas forcément ça qui le condamne. On lui reproche aussi, il ne faut pas l'oublier, la gestion du second pilote, qui est quand même un problème récurrent depuis des années au sein de l'écurie Red Bull, avec l'éviction l'année dernière notamment de Pérez, qui a coûté beaucoup d'argent à Red Bull parce qu'il a fallu le dédouaner, il avait signé un contrat. Les Tifosi. Je partage complètement les opinions, enfin l'avis de Ange, parce que c'est quand même un personnage qui a 20 ans, il a 20 ans derrière lui quand même de réussite. En tout cas, certes, ces dernières années, et c'est plutôt ces 2 dernières années, c'était un peu plus compliqué. Je rappelle, en 2023, quand même, c'était 21 courses sur 22 gagnées. C'est vrai que 2024, c'est 9 sur 24. Et cette année, le rappelait Guillaume, c'est 2, 4, je ne sais plus, 2 sur 12. Voilà, mais je pense que ça ne peut pas suffire. C'est pas contre, néanmoins, ça a peut-être fait pencher la balance. Pardon, 2, c'est beaucoup plus que Ferrari déjà.
Non, mais ça y est, voilà, je voulais être sérieux là. Alors, regarde, tu veux une canette de Red Bull? Non, je suis là, je suis en face. Pardon, oui, t'es en face de moi. Je vais pas casser ta caméra. C'est pas une ligne. Non, mais tu vois, en fait, ça a peut-être été mis dans la balance pour ceux qui étaient peut-être encore indécis à l'idée de se séparer de Horner. C'est un élément supplémentaire qui a peut-être cette fois-ci fait pencher la balance en sa défaveur. Voilà, c'est vrai qu'on a du mal à comprendre parce que la performance actuelle, voilà, elle sera peut-être résolue l'année prochaine ou en tout cas dans les années à venir. Alors donc Camille, est-ce que tu partages le sentiment de tes camarades, à savoir que il est difficile de blâmer Horner pour des questions sportives et que ça va bien au-delà? Oui, je dirais que je suis tout à fait d'accord avec Ange et avec Pepone sur ce sujet. Tout ce qui est sportif, ce sont des explications, des excuses pour dire, il valse. En réalité, pour moi, le problème, et on en parlera après, je crois, il est d'abord extrasportif et avant tout extrasportif et peut-être exclusivement extrasportif. C'est la haine que Helmut Marko et la famille Verstappen ourdissent face à Christian Horner et qui existe depuis la deuxième partie de 2023. C'est tout. Tout ce qui s'est passé après, que ce soit le Horner Gate, puis après des gens qui s'en vont, alors on dit, vous voyez, la gestion de Horner, non. C'est de l'extra-sportif et c'est le feu qu'ont attisé pendant des mois sans arrêt le camp Marko-Verstappen. Alors parlons-en de cette piste de politique, voire de pièges dans lesquels serait tombé Christian Horner. On le sait, c'est quasiment une certitude, Max n'a quasiment plus aucune chance d'être sacré champion du monde cette saison. Alors que les rumeurs se multiplient, son départ chez Mercedes, est-ce que vous pensez que les proches de Verstappen, à défaut de Max en lui-même, a obtenu la tête de Christian Horner? Seule condition sine qua non, Guillaume, pour que le quadruple champion du monde demeure. Je ne comprends pas la motivation. Pourquoi le fait de Horner va faire gagner Verstappen? Alors en vrai, j'en sais rien. Et pour le sportif, je dirais quand même que ça a pu protéger Horner. C'est peut-être pas l'explication principale du départ, mais peut-être que tant que Red Bull était dominante, ça protégeait en fait Horner de tous les problèmes extrasportifs. Donc même si ça n'a pas été l'élément déclencheur, je pense que ça a été un élément protecteur pour Horner pendant un an et demi. Et comme là, en fait, ça a pu sportivement, il n'y a même plus ça, et on peut en profiter en fait pour effectivement le licencier. Est-ce que c'est lié au clan Verstappen? Honnêtement, j'en sais rien. Je pense que c'est plutôt un multifactoriel. Il n'y a pas une seule explication. Je pense que la gestion du pilote numéro 2, c'est quelque chose qui a joué. Je pense que le départ d'Adrian Newey, c'est quelque chose qui a joué aussi. Alors après, tout ça, c'est certainement lié. Le Horner Gate, ça a peut-être joué aussi parce qu'il y a quand même un déficit d'image côté Red Bull pour ça. Le potentiel, effectivement, départ de Verstappen avec les rumeurs qui éclaboussent le paddock depuis quelques semaines, ça joue aussi. Tout ça, c'est des facteurs. Et pour moi, il n'y a pas un facteur qui va forcément prendre la lumière par rapport à un autre. C'est multifactoriel. Après, je ne sais pas ce que... Ange, qu'est-ce que tu en penses de ton côté? Quelle serait, toi, la motivation de la famille Verstappen à voir Horner être écarté? Au-delà, au-delà, on peut prendre le problème à l'envers, parce que les dernières rumeurs avant l'éviction de Christian Horner disaient que Max Verstappen avait reçu le feu vert du board de Mercedes pour les rejoindre. Et est-ce que c'est pas plutôt ça qui a déclenché l'explosion de Christian Horner, qui fait que c'est la dernière personne clé de l'écurie qui s'en va? Disons que dans une équipe de F1, dans une équipe de très haut niveau, mais quel que soit le sport, particulièrement en F1, il y a toujours des guerres de clans. Alors, à tous les niveaux, que vous soyez une plus petite équipe ou que vous soyez Red Bull ou des équipes exposées comme Ferrari, comme Mercedes, aujourd'hui McLaren bien sûr, ces guerres de clans sont existantes et connues de tout le monde, avec plus ou moins de dégâts collatéraux. Ensuite, la première personne à être sur un siège éjectable est le patron de l'équipe. Donc, je pense que la décision a été mûrie depuis quelque temps et qu'il y a dû avoir un élément déclencheur récemment qui a accéléré les choses, d'où probablement le choc subi par Christian Horner. Il se savait exposé, donc il n'est pas dupe. Christian Horner est quelqu'un de très intelligent, donc il savait très bien qu'à tout moment, comme on dit, pour reprendre ce vieil adage qu'il n'y a pas de fumée sans feu,
Donc, à partir du moment où vous rentrez dans le paddock, tous les matins, vous êtes soumis à de potentielles rumeurs, plus ou moins fondées, plus ou moins bien véhiculées. Que ce soit Ferrari, que ce soit McLaren, que ce soit Red Bull, c'était plus ou moins bien véhiculé. Et je ne pense pas qu'il y ait une personne en particulier qui ait réussi à dire on va avoir la tête d'Horner, et je ne pense pas non plus que mercredi matin, quelqu'un est arrivé au bureau et s'est dit tiens, on va virer Christian Horner. Et sincèrement, je pense que justement pour eux, il fallait le faire très vite, même avant la trêve estivale, pour éviter d'avoir ce feuilleton tout l'été jusqu'à la reprise à Zandvoort, qui est le fief de Red Bull. Vous imaginez, ils auraient fait ça pendant l'été, ils arrivaient à leur propre Grand Prix avec un scandale médiatique. Donc là, pour eux, c'est plié, il y a un remplaçant. Et malheureusement, c'est la vie. Triste, mais c'est la vie. En fait, la question que je me pose, moi, c'est quel problème... C'est le fief de Max Verstappen, oui, effectivement. Quel problème, finalement, répond cette éviction d'Horner? À qui profite ce départ? Et quel problème on arrive à résoudre? Est-ce qu'on arrive à résoudre le problème de performance? Est-ce qu'on arrive à éteindre le Horner Gate? Il continuera même à côté. Et dans tous les cas, s'il se passe quelque chose, ils continueront à être éclaboussés. Donc c'est plus une lutte de pouvoir, finalement, j'ai le sentiment. Enfin, c'est vrai qu'on a du mal à répondre à cette question simple. Voilà, quel problème on résout en faisant partir Horner? En tout cas, je n'ai pas encore réellement entendu la réponse. Peut-être qu'on retire Max Verstappen, mais on n'est même pas certain. On n'est pas certain. C'est sa mission première à Melchies de garder. Franchement, on ne sait pas. Alors, si jamais c'est ça, ça peut être une raison suffisante pour licencier Horner. Mais on n'en est même pas sûr. Et pour moi, c'est pas que ça. Je pense qu'il y a encore une fois, il y a plusieurs facteurs. Il y a un truc sur lequel je suis en léger désaccord avec Ange. Moi, je suis d'accord avec toi pour dire, quoi qu'il arrive, des guerres intestines dans un sport aussi exposé que la Formule 1, c'est évident. Par contre, c'est peut-être une des seules fois où la guerre intestine a été connue de tout le monde, est sortie Orbi et Torbi, et où il y a eu des gens qui ont dit « je veux sa tête », parce que Jos Verstappen l'a dit. Helmut Marko l'a dit, en tout cas, n'a pas caché les gigantesques dissensions qu'il y avait entre eux. Donc moi, quand on dit à qui profite le crime ou quoi, c'est évidemment le clan Verstappen qui a déclenché ça. Ça a commencé quand il y a eu le début de la guerre et où, à ce niveau-là, c'est sorti, puisque Horner a dit il serait temps qu'Helmut Marko prenne sa retraite. Et c'est là que tout a commencé. Je l'ai dit il y a 1 an et demi, le massacre à Hockey Corral a commencé à ce moment-là. Alors revenons sur le scandale, on va avancer un petit peu. Horner Gate, bien qu'il ait été blanchi, il y a effectivement 18 mois d'ambiance très dégradée au sein de l'écurie Red Bull. Rappelons les faits, un soupçon de comportement entre guillemets inapproprié envers une collaboratrice. Horner a été encore une fois blanchi. Tu l'as dit, donc Ami, déclaration incendiaire du père de Max Verstappen, Jos, qui réclamait son renvoi. Lui-même avait été sommé de quitter l'interdit de paddock Red Bull à ce moment-là. Au même moment, on voit anonyme à la presse des échanges entre Horner et sa collaboratrice pour déstabiliser un peu plus le patron de l'écurie. Helmut Marko a été suspecté d'avoir fomenté toute l'histoire. Il a même été un temps renvoyé, il est revenu. Enfin, c'est une histoire de fou. Bref, la maison Red Bull était à feu et à sang. Si on prend un peu de recul, on a l'impression que les ennuis ont commencé pour Christian Horner au moment, Guillaume, où le fondateur de Red Bull, à savoir Dieter Mateschitz, est décédé le 22 octobre 2022. C'est vrai que le fondateur, il maintenait un peu l'unité entre toutes les personnes au sein de Red Bull, et puis à sa mort, on a quand même vu apparaître une scission entre deux clans. On va dire le clan écurie, qui est avec les Autrichiens et Helmut Marko, et le clan entreprise avec les Thaïlandais. Et les Thaïlandais... Alors, il faut que tu rappelles que en fait, l'entreprise a été cofondue. Alors voilà, l'entreprise a été cofondée en fait par une famille thaïlandaise qui s'appelle la famille Yuvidia, voilà. Yuvidia, pardon, excusez-moi, Yuvidia. Et un homme d'affaires et milliardaire thaïlandais. Exactement. Et là, parce que la boisson Red Bull, à l'origine, était une boisson thaïlandaise. Voilà, donc il détenait 49% du capital, en tout cas le fondateur, le cofondateur. Et puis Mateschitz avait aussi 49% du capital, les 2% restants étaient au fils du fondateur thaïlandais. Donc les Thaïlandais avaient 51%, le contrôle,
et Mateschitz avait 49%. Donc à la mort de Mateschitz, qui avait l'exécutif, c'est-à-dire c'est lui qui manageait l'entreprise, ce sont plutôt les Thaïlandais qui ont pris le pouvoir cette fois-ci. Voilà, et ce qui était ressorti du Horner Gate l'année dernière, c'était que les Thaïlandais soutenaient Christian Horner. D'accord. Comme ils étaient majoritaires au capital, le clan autrichien n'a pas pu obtenir sa tête. Et bon, peut-être que l'équilibre des forces a changé soudainement. Et ça, on ne sait pas. Peut-être qu'il y a eu effectivement une disparition du soutien des Thaïlandais pour une raison clairement qu'on ignore, enfin, en tout cas que moi j'ignore, mais c'est une possibilité, c'est une hypothèse. Donc on en parlait en préparant cette émission, on a vu qu'il y a eu un papier de Bloomberg il n'y a pas très longtemps qui a été publié, comme quoi il y aurait eu une évolution de l'actionnariat de Red Bull, qu'une partie des actions de la famille thaïlandaise serait partie dans un trustee, tu vas nous expliquer ce que c'est, ce qui pourrait expliquer qu'en fait il y a une recomposition et les pouvoirs seraient passés du côté autrichien. C'est pas aussi simple, hein, donc Amir. C'est pas aussi simple, et puis ce sont des spéculations en fait. Le fils de notre ami Chaléo, qui s'appelle Chalem, qu'est-ce qu'il avait? Il avait 2% depuis 40 ans. Et ces 2%, il ne les a pas vendus. Il les a mis dans un trust, ce que beaucoup de grandes familles font. Lorsqu'on se dit, il y a des héritiers, le garçon, il a 75 ans, il se dit qu'il n'en a plus pour très longtemps et que en dessous, il ne veut pas que ça délire. Donc, un trust, c'est quoi? C'est des frais de succession et que Pas nécessairement, c'est aussi le fait qu'il y ait une seule gouvernance au lieu d'en avoir 23 parce qu'il y a 23 héritiers. Okay. C'est ça aussi un trust, hein. Ça dit bien le mot en anglais, hein. Je fais confiance à quelqu'un pour gérer ce pactole qui n'appartient pas à celui qui gère. Donc qu'est-ce qu'il y a derrière? On n'en sait rien. Est-ce que ça a joué? On n'en sait rien. Et je pense que... on va dire que c'est ça qui a fait basculer la situation. On sait aussi que Dietrich Mateschitz, Ange, était favorable au moment lorsqu'il se sentait condamné, malheureusement, que l'écurie ne lui survive pas au sens qu'elle reste dans la famille Red Bull. Il souhaitait que l'écurie soit vendue. Il avait choisi le repreneur, c'était Porsche. Et on sait que Christian Horner était farouchement contre ce deal. D'ailleurs, il l'a fait capoter. Et d'ailleurs, il a trouvé un allié de circonstance. C'est là où c'est assez étonnant dans cette histoire, c'est qu'Helmut Marko, lui aussi, était à ses côtés à ce moment-là. Oui. Tu as compris pourquoi Red Bull a dit non à Porsche à ce moment-là? Enfin, du moins, Horner et Helmut Marko. Disons qu'on peut le comprendre. On peut le comprendre parce que Horner, à cette époque-là, à ce moment-là, avait les pleins pouvoirs chez Red Bull. Donc, il était vraiment aux commandes du team F1. Un constructeur vous rachète, votre poste n'est pas forcément sécurisé et vous n'aurez certainement plus le même pouvoir, la même latitude d'action. Il se sentait en pleine possession de ses moyens. Alors, à tort ou à raison, il a exprimé son désaccord. Est-ce que c'est ça, sincèrement? Si ça avait été ça, je pense qu'il se serait attiré les foudres beaucoup plus tôt. Je pense que l'histoire est beaucoup plus complexe et que lorsque justement il y a tout est basé sur des rumeurs, des leaks, puisqu'il y a des gens qui font fuiter des informations chez Red Bull, ça crée confusion et dans la confusion, ça pointe du doigt personne au final. Mais par contre, ça coupe la tête à une seule personne. Il n'est pas impossible que dans les prochaines semaines, il y ait des langues qui se délient et que là, ce soit une véritable chasse aux sorcières et qu'on ait peut-être des surprises. Pourquoi pas? Alors une chose est sûre, pardon, tu le soulignais Guillaume à l'instant, c'est qu'il y a vraiment une ambiance calamiteuse au sein de l'écurie qui a conduit à des départs de cadres clés au sein de Red Bull. La fameuse Dream Team qui a amené Red Bull au firmament de ces dernières années, elle est partie. Et le dernier qui restait, finalement, c'était Horner. Hein. Bah oui, alors on peut citer Adrian Newey, on peut aussi citer Jonathan Whitley, qui était le directeur sportif historique de l'écurie. Il est parti chez Sauber. Il ne faut pas s'étonner que les résultats de Sauber soient à la hausse. Il y a d'autres éléments clés. On pense à Will Courtney ou encore Rob Marshall, qui est un membre important de... Exactement, et je pense que tout ça participe aussi à l'ambiance délétère chez Red Bull. Et puis c'est un cercle vicieux, en fait. Je pense que ces personnes-là n'ont peut-être plus eu envie de travailler pour Red Bull à ce moment-là. Qui est le chef mécanicien de Max Verstappen, mais Rob Marshall notamment, qui était le numéro 2 de Newey, qui est parti chez McLaren également. Donc c'est pas rien.
ça devenait compliqué quand même pour pouvoir s'épanouir dans cette écurie, les Tifosi ou Ange. On le sentait, c'est autant de départs, c'est pas un hasard, quoi. On ne quitte pas une équipe qui gagne. N'oubliez pas que l'année dernière, il y a eu aussi de grosses tensions entre Giampiero Lambiase et l'ingénieur historique de Max Verstappen, qui à un moment donné faisait apparaître son agacement de plus en plus officiellement, qu'on l'a calmé avec une grosse promotion à l'intérieur du team, qui est quelqu'un qui est quand même bien tranché dans ses commentaires et qui ne se laisse pas déborder par la politique. Donc ça veut dire que à tous les étages, ça bouillait dans la marmite quand même. Là, voilà, ça a explosé. C'est peut-être une première explosion. Est-ce qu'il y en aura d'autres? Je ne sais pas, mais ça pourrait être assez chaud à partir de Spa. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui prennent la défense de Christian Horner quand même. Hein. Ouais. Une chose est sûre, la barre est haute pour son successeur. Retour sur le bilan de Christian Horner en F1. Vous allez voir qu'il est plutôt pas mal. Il faut se rappeler qu'en 2005, lorsque Red Bull a racheté une petite écurie qui s'appelait alors Jaguar, c'était à des années-lumière de ce qu'était est devenue la structure Red Bull aujourd'hui. C'était vraiment quelque chose de très modeste à l'époque, Ange, l'écurie Jaguar, qui avait coûté beaucoup d'argent à Ford, mais qui n'avait jamais rien fait quasiment. Hein. Je me rappelle très bien, puisque j'étais dans le paddock à l'époque, et Red Bull est arrivé à racheter Jaguar. Ils sont montés en puissance. Je me rappelle même qu'une certaine presse se moquait de Red Bull au départ, les moquait, les appelait des vendeurs de canettes. Et puis les vendeurs de canettes avaient un cap bien précis, un projet bien précis, et ils l'ont démontré. C'est une écurie qui aura de toute façon déjà marqué l'histoire de la F1, parce que n'oublions pas que c'est quand même une écurie qui ne vend pas de voitures, qui justement vend une boisson énergétique. Donc, c'est sur ça pour reconnaître le travail remarquable, les moyens colossaux qui ont été mis en jeu, mais le travail remarquable qui a été fourni par toute l'équipe de Red Bull, parce qu'encore une fois, Christian Horner a fourni un travail incroyable, mais il avait quand même toute une équipe avec lui et des gens vraiment de qualité, qui ne sont pas forcément exposés dans la presse, mais qui sont des éléments clés de cette organisation. Sachant, les amis Tifosi, qu'au moment où Christian Horner arrive à la tête de Red Bull, hein, il est le plus jeune team principal du paddock, seulement 31 ans. Et quel résultat au bout de 20 ans. Hein. Pourquoi nous prendre à partie comme ça? Non, mais bon. vous voyez, ne vous sentez pas à chaque fois. Non, mais c'est vrai qu'on est mal habitué avec toi, Olivier, mais pardon. Non, mais ça j'entends. Il y a une victimisation. Non, pas du tout. Non. Ils sentent un peu toujours. Non, mais on parle pas de Ferrari, pour le coup, chez Alpine, il ne peut plus y avoir de victimisation. Non, mais on pourrait faire un best-of on refait les fins et de voir le nombre de fois où tu nous as agressés quand même. Allez. Mais il a quand même réussi à faire des miracles. C'est 6 titres constructeurs, c'est ça? C'est 6 titres constructeurs, 8 titres pilotes. 124 victoires. C'est énorme. 124 victoires. Et il y a eu 2 ères en fait. Hein. Il y a eu celle de Vettel 2010-2013 et celle de Verstappen qu'on connaît aujourd'hui. Et c'est vrai que, Red Bull pour moi, je suis d'accord avec ce que disait Ange, c'était une canette quoi. Et aujourd'hui, je la vois plus du tout comme ça. Je la vois vraiment comme l'écurie à battre quand on s'appelle Ferrari. Mais donc c'est très impressionnant de voir cette progression, cette installation d'une écurie qui ne vient pas d'un constructeur et qui a dominé quand même ces dernières années la Formule 1. Ouais. Et après tout, si c'était un caractère purement sportif qui aurait pu justifier l'éviction de Christian Horner entre 2013, dernier titre de Vettel et le titre suivant de Verstappen en 2021, il s'est presque passé 8 ans. Ouais. Donc il aurait pu être licencié depuis belle lurette, ce qui heureusement n'a pas été le cas. Le point d'orgue, donc Ami ou Guillaume, c'est vraiment l'année 2023 qui est vraiment l'année de tous les records. Hein. Oui, ça c'est clair, il n'y a même pas à discuter là-dessus. Moi, je me jette même un peu à l'eau. Je pense que c'est peut-être le meilleur team principal qu'il y ait eu en Formule 1. C'est un palmarès exceptionnel sur très 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 peu d'années en fait quand on réfléchit un peu. Bon, il faut regarder le palmarès de Mercedes ces temps-ci qui a été très bon aussi, mais quand même c'est exceptionnel comme résultat.
Guillaume. Vas-y. Je suis d'accord avec donc Camillo. Je Pour une pense fois. non, mais je pense que c'est peut-être, en tout cas, c'est l'un des plus grands titres principaux de l'histoire de la F1. Et la Red Bull, c'est l'une des plus grandes success stories de l'histoire de la F1, clairement. Enfin, juste, tu parlais de 124 victoires sur 405 grands prix. Les mecs ont gagné plus d'une course sur 4 en 20 ans. Voilà. Ce qu'ils ont raté juste, c'est le virage du moteur hybride. Il y a eu quelques années. C'est pas leur faute, hein. C'est Renault, hein, en l'occurrence. D'accord, voilà. Oui, Olivier de le souligner. C'est comme ça, c'est dit. Mais je veux dire, on peut toujours compter sur toi là-dessus, c'est bien. Mais à part ces quelques années, mais à part ces quelques années-là, c'est juste incroyable. Évidemment, ils ont fait naître deux très grands champions avec deux airs, l'ère Vettel et l'ère Verstappen. Ils ont dominé. En vrai, ils ont dominé comme jamais la F1. Je pense que l'année 23, c'est peut-être la voiture la plus dominante de l'histoire de la F1. Ouais. Peut-être avec la McLaren de la fin des années 80, à la limite. Ou peut-être peut-être la Renault de Prost en 93, enfin Mansell Prost 12-13. Bon, bref. Bon, il y a aussi la Ferrari de Schumacher. Merci d'équilibrer tout ça, c'est bien. C'est vrai, mais non, il y en a quand même eu pas mal finalement en réfléchissant. Et en vrai, Horner, il était au départ. C'était l'âme de cette écurie. C'était l'apogée de sa carrière. Et en fait, oui, je pense que il faut lui rendre hommage. C'est l'un des grands bonhommes, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, de l'histoire du sport déjà, en fait. Et Ange, Guillaume nous parlait du moteur Renault, moteur hybride, qui a fait que c'est vrai que Red Bull a eu du mal à opérer ce virage. Et c'est là où la période de Mercedes et l'écurie Mercedes a enchaîné les titres avec son moteur qui avait des années d'avance sur la concurrence. Il a pris quand même le risque, c'est un énorme risque qu'a pris Christian Horner de choisir de partir sur son propre moteur. Il ne voulait pas revivre ce qu'il avait vécu avec Renault avec l'arrivée de la nouvelle réglementation l'année dernière. Et il faut avoir quand même une confiance en soi énorme pour faire le choix qu'un fabricant de boissons se lance dans son propre moteur, parce qu'il a lancé Red Bull Powertrains avec Ford aujourd'hui, mais pas au moment où il l'a lancé. Hein. Et toi, tu connais bien que produire un moteur, c'est pas simple. Hein. Tu l'as fait pour Toyota. C'est pas simple du tout, même pour un vrai constructeur. Et je dirais que Christian est quelqu'un de très intelligent. Moi, j'ai eu l'occasion de le côtoyer un petit peu à l'époque de la Formule 3000, avant qu'il arrive à la tête du team F1. Je suivais un pilote, Eduardo Mortara, qui était en GP2 avec lui. C'était l'écurie Ardennes à l'époque. Et Christian est, comme diraient les Anglais, très smart. C'est quelqu'un qui est factuel, c'est quelqu'un qui connaît la course automobile. Il a été lui-même pilote à un moment donné. Il a su prendre le virage de la direction sportive au bon moment. Il ne s'est pas éternisé et c'est quelqu'un qui est visionnaire de toute façon, qui a su organiser, qui a su patienter et qui a su prendre des décisions. Et un grand patron, c'est aussi quelqu'un qui prend des décisions, mais en prenant des risques. Parce qu'il y a des gens, des fois, qui prennent des décisions qui sont juste un enfoncement de porte ouverte. Oui. Mais par contre, il y a des patrons qui prennent des décisions en prenant des risques. Et c'est ça aussi un grand patron. Et force est de constater que Christian Horner a été un grand patron et le sera certainement encore, parce que je pense que malgré sa période de living gardening, je pense qu'il ne restera pas très longtemps sur le banc de touche. Justement, parlons-en. Quel avenir pour Christian Horner? Quel avenir pour celui que vous qualifiez le plus grand team principal du plateau? On en parle dans un instant. Et on dit, dès qu'on va parler de Ferrari, il faut que Fabrice Marcella s'en aille, donc on embrasse Fabrice. Ah, c'est encore trop frais, trop pénible pour lui. Fabrice, tu reviens quand tu veux. Ça va toujours pas, quoi. Et tu laisses de la place à ton acolyte. Merci Fabrice. Ferrari a quand même fait une grande performance ce week-end. Ils ont empêché Hamilton d'avoir son podium pour la 10e fois d'affilée à Silverstone. Empêché Mercedes avait toujours réussi à faire ça. Oui. Pas Ferrari. Ferrari, hop, directement, tu peux plus faire podium. Je plaisante. Alors, oui. Justement, parlons de Ferrari, c'était une rumeur les années précédentes, et d'ailleurs, elle avait été éventée par Helmut Marko lui-même. Ferrari s'était intéressé à Christian Horner avant l'embauche de Fred Vasseur. Est-ce que maintenant qu'il est libre, on va voir dans les faits s'il l'est vraiment, vous pensez qu'il y a une piste à nouveau pour que notre ami Christian prenne le chemin de l'église de Maranello, donc ami? Est-ce que tu y crois et est-ce que tu le souhaites? Alors, je pourrais le souhaiter si Fred Vasseur n'était pas là. Vous savez tous que je suis un fervent supporter de Fred.
Et donc là, oui, ça ferait un peu mal. L'autre chose qui me fait croire que le meilleur team principal aujourd'hui de Formule 1 n'irait peut-être pas chez Ferrari. D'abord, il y a le timing qui est clair. Mais c'est peut-être l'autre point, c'est que beaucoup de gens savent ou pensent qu'il a envie d'être actionnaire d'une écurie de Formule 1. Être actionnaire chez Ferrari, ça ne me paraît pas possible. Par contre, le devenir chez Renault, ça c'est beaucoup plus possible. Donc je renvoie la patate chaude à Guillaume. La parole au studio. Non, concrètement, tu veux dire qu'il était, il était à couteau tiré avec Toto Wolff, qui était son meilleur ennemi, en dehors de l'écurie. Il y avait beaucoup d'ennemis au sein de l'écurie, mais aussi à l'extérieur. Et c'est vrai que Toto a réussi brillamment à une réussite à la fois sportive et économique en étant le deuxième actionnaire de Mercedes. Il est devenu richissime grâce à cela. Et c'est vrai que même si Guillaume, on peut penser que Christian Horner, lui aussi, ne manque pas d'argent, mais il n'était pas actionnaire de l'entité, ça le manquait. Et c'est peut-être une des raisons pour laquelle aussi il a dit non à Porsche, parce qu'il a peut-être une petite idée d'un autre. Oui, alors clairement, alors il y a deux choses. Première chose, je suis d'accord avec Don Camillo, je ne crois absolument pas à Horner chez Ferrari, en tout cas pas à court terme, j'y crois absolument pas. Deuxième chose, je pense qu'effectivement, il a des projets... d'actionnariat. Ouais, en fait, si tu veux, il a déjà réussi sportivement. Donc en fait, je pense qu'est-ce qui lui manque ? Il lui manque effectivement d'avoir sa propre écurie, même en minoritaire. Et effectivement, il n'y a pas 30 000 possibilités. Et Alpine en est une, puisque Renault, on l'a déjà dit sur ce plateau il y a quelques semaines, pourrait être mise en vente par Renault. Et clairement, l'année prochaine va être vraiment une année charnière, Guillaume. Ouais. Si le moteur, la solution du moteur Mercedes, qui devrait résoudre tous les problèmes, soi-disant, d'Alpine, ne résout pas les problèmes d'Alpine, on peut se poser la question si Renault ne va pas lâcher l'éponge. Oui, clairement. Et en fait, ça pourrait être être pas mal. Bon, après, malheureusement, du coup, Alpine n'a plus grand-chose de français, à part Gasly s'il reste. Mais je vais devoir acheter une veste, peut-être. Mais non, je rigole. Il n'y a plus grand-chose de français chez Alpine aujourd'hui. Il y a quand même l'actionnaire. C'est quand même... Non, il y a l'actionnaire, c'est Renault. Et puis, il y a quand même Gasly qui est le futur champion du monde français, on l'espère tous. Ouais. Je trouve que pour Renault, ce serait une sortie par le haut. Ouais. Tu dis, je me vends à un groupe dont le leader est Christian Horner, ça fait tout sauf tâche. Après, il ne pourra pas racheter Je vends ça au père Mazepin, c'est pas pareil. Il faudra trouver d'autres soutiens. Il pourrait rester actionnaire minoritaire, comme ils l'ont fait dans le passé. Même en minoritaire, voilà, il faut avoir les reins solides, je pense quand même. Ton sentiment, Ange, avant même de pouvoir aller ailleurs, il faut qu'il puisse partir. Ange, tu le disais toi-même, il y a une période de jardinage en général, c'est le terme employé en Formule 1, mais officiellement, il n'est pas encore licencié. Il est toujours salarié de Red Bull. Il n'est plus au sommet de l'écurie, mais il est toujours salarié de Red Bull. Oui, tout à fait. Donc, il faut savoir exactement, alors là, on ne connaît pas les termes de son contrat. C'est un paramètre qui est stipulé dans un contrat. Il y a une clause. En cas de dismissal, donc de débarquage de la personne, ça peut être 12 mois, ça peut être 18 mois. Donc ça, il n'y a que lui qui le sait. Et ensuite, s'il veut se libérer avant, selon l'équipe dans laquelle il va, il y a un rachat, parce que c'est vraiment une histoire de confidentialité. Ce n'est pas comme pour un pilote. Ils veulent surtout pas le laisser aller en milieu d'année, de façon à bien préparer 2026. Je veux dire, je serai à la place de Red Bull. Si je l'autorise à partir, je l'autorise fin janvier prochain, Ouais, quand les dés sont déjà jetés pour 2026. Donc, je serais surpris qu'il le libère avant, mais on peut toujours se libérer de son contrat avec des contreparties qui peuvent être financières, forcément. Donc, je ne connais pas sa période, mais généralement, c'est entre 12 et 18 mois. Oui, et on va certainement en savoir plus au fil des jours qui vont se présenter. Donc, il y aura encore de quoi faire de jolies de refaire la F1 jusqu'à la trêve d'été des Grands Prix après le Grand Prix de Hongrie. Quelle piste autre que celle d'Alpine et de Ferrari ? Moi, je crois à une piste sérieuse, selon moi. Tu parlais à l'instant très brillamment, mon cher Don Camille, de l'idée que, et tu étais d'accord, Guillaume, que l'idée qu'il veut passer à autre chose, qu'il veut être actionnaire d'une entité. Quel était l'argument qui a fait qu'Adrian Newey a signé chez Aston ? C'est que, il a eu des actions d'Aston Martin. Est-ce que, moi, ce serait Lawrence Stroll, le papa de Lance, propriétaire d'Aston, je signerais évidemment
évidemment Christian Horner, et je lui donnerais, allez, tiens, tu veux quoi, 1%, 2%? C'est le cadeau, c'est pour moi, personnel. Ouais, bonne idée. Alors après, pour le coup, il faudrait renoncer à Verstappen. Hein. Verstappen, pour l'instant, il est choix chez Mercedes, choix chez Red Bull. Non, mais bonne idée, on ne sait pas. Et pourquoi tu vois, et en plus, il y a le moteur Honda, enfin, tu vois, ils se connaissent, ils ont déjà travaillé ensemble. Ça fait partie des écuries, on va dire, qui pourraient accueillir Horner. Et encore une fois, il n'y en a pas 20. Et qui ont les moyens. Sur le plateau. Oui. Et qui pourraient donner des parts. Donc, Camille, tu y crois à ce scénario? 2% de part, pour moi, c'est pour faire miroiter quelque chose, mais c'est pas grand-chose. C'est pas ça que viserait un Horner s'il était dans une écurie. Il a 20, 30, 40% selon l'accord qu'il aurait. Et d'ailleurs, a priori, c'est quelque chose qui circule dans le paddock, qu'il pourrait avoir avec des investisseurs. Voilà. Donc, pour moi, il n'y a qu'une seule option qui est ouverte aujourd'hui, c'est Renault, enfin, c'est Alpine, avec en plus une très bonne entente entre Christian Horner et mon cher ami Flavio, qui quand même est dans le genre je manipule tout, il est pas mal. Voilà. C'est quelque chose qui pourrait se faire. Voilà. Alpine, ils n'ont pas trop de problème de déficit d'image et de réputation. Hein. Ils sont plus un Christian Horner près, quoi. Alors, dernier candidat possible, peut-être avec Ange, c'est la prochaine écurie qui va rejoindre la grille l'année prochaine, à savoir Cadillac, qui manque cruellement d'expérience. Et là, encore une fois, Christian Horner serait un choix, une recrue de premier ordre, Ange. Tout à fait, ça serait un choix judicieux. Ceci dit, quand on est une nouvelle équipe et qu'on part quand même d'assez loin comme Cadillac et qui arrivera certainement à un très très bon niveau, mais il faudra quelques années, est-ce que c'est judicieux de prendre quelqu'un aussi exposé et avec un palmarès aussi étoffé que celui de Christian Horner? Est-ce que ça ne serait pas un risque et est-ce qu'il n'y aurait pas le risque peut-être de le lasser? Donc, je ne sais pas, ça serait un excellent choix, c'est sûr. Peut-être un choix un peu trop prématuré. Mais Cadillac deviendra une grande équipe dans le futur, forcément. Ouais. Pour le coup, je suis d'accord avec Ange. Et en plus, il y a d'autres trucs. Quand on sait la structure que Cadillac met en place avec des usines un peu partout, c'est pas ce qu'on dit que Christian aimerait bien. Lui, a priori, il n'a pas envie de quitter l'Angleterre. Lui, l'anglais, oui. Donc voilà, moi, grand doute par rapport à Cadillac. Ouais. L'avenir nous le dira. Et puis, on me souffle dans l'oreillette, effectivement, que lorsqu'il côtoyait une personne qu'on connaît bien dans cette émission, lorsqu'il côtoyait souvent la F1 et les écuries de F1, il trouvait qu'il y avait une grande... Horner ne s'attendait pas avec tous les teams principaux et tous les responsables de F1 de la grille. Par contre, il s'entendait super bien avec effectivement Flavio Briatore et qu'il y avait un respect mutuel assez grand. L'avenir nous le dira, messieurs. So box. Allez, place au quiz F1 bien sûr. Place au moment que vous attendez tous fébrilement, le quiz F1. Cette semaine, gros plan sur les teams principaux qui ont été virés par leurs écuries respectives. Je sais, c'est pas bien, mais on se fait plaisir comme on peut. Saurez-vous retrouver ces figures du paddock qui ont marqué l'histoire de leur écurie, parce que c'est souvent de très grands teams principaux dont on va parler aujourd'hui. 6 questions, 4 indices par nom et une question subsidiaire pour départager les meilleurs. Est-ce que vous êtes prêts, messieurs? Main sur le volant, casque vissé, ceinture bouclée. 3, 2, et c'est parti. Je suis un team principal qui a été viré par mon écurie. J'ai été le team principal de l'écurie Lotus F1 Racing. Non. Je vais tomber dans le piège. Colin Chapman. Non. C'est plus contemporain. J'ai recruté Daniel Ricciardo, mais là, il reste encore Ange. J'ai recruté Daniel Ricciardo. J'ai été le team principal. Lopez, team principal. Celui qui est maintenant le patron des Girondins. Non, mais team principal. Là, tu parles du directeur. Team principal. Ah, d'accord. Durant ma direction, j'ai eu des échanges d'ailleurs très tendus avec Christian Horner. Et j'ai dirigé l'écurie Renault de 2014 à 2020. Je peux revenir. Ouais. Cyril Abitboul. Ah oui, le patron de Hyundai en rallye. Ouais, exactement. Ouais. Mais c'est trop tard.
On est tous Ça va en pris. régie, vous êtes sur le coup, vous êtes prêts à noter les Zéro bons et les point, mauvais c'est points pas tout le Peut-être monde. j'ai 0,5, On est j'ai sur quand, le même- coup. quand même trouvé finalement après. Allez, on continue, il y en a encore 5 autres à deviner. Je suis un team principal qui a été viré par mon écurie. Ah oui, ok, oui. Oui. Je suis un team principal, donc j'ai conduit mes pilotes au titre de champion du monde à 4 reprises. 4 reprises, 4 titres à son effectif. Ils sont pas si nombreux sur la grille. Il est encore sur la grille. Brigator. Flavio Briatore, bonne réponse de Ben Guillaume. Je suis connu pour mes conquêtes féminines et ma contribution à pipoliser la F1. Ça, c'est toi qui nous l'avais dit, Ange, hein, en son temps, c'est vrai. J'ai shippé Michael Schumacher à Eddie Jordan et pas que. Et je suis banni de la F1 en 2009 suite au scandale du Crashgate. Le flamboyant Flavio Briatore est ami de Christian Horner. Ça fait donc 4 points pour Guillaume Pommier. Je suis un patron d'une écurie qui a été virée. Je suis le team principal le plus titré de la F1. 10 titres mondiaux, pilotes et 8 titres constructeurs. Ron Dennis. Christian. Bonne réponse de Guillaume. Ron Dennis. Christian est juste derrière. Il est deuxième. Ah, Ça demande, sauf qu'il a pas fait 30 ans de F1 comme Ron Dennis. ah J'ai- oui, 30 ans, pardon, j'ai Eh oui. été trop rapide. Ouais. J'ai dirigé pendant 30 ans donc l'une des écuries les plus emblématiques de la F1, bien sûr McLaren. J'ai lancé la carrière de Lewis Hamilton. Et oui, c'est lui. Et j'ai été écarté par le board en 2016 après des tensions internes avec les actionnaires. Il s'agit bien sûr de Ron Dennis. C'était pas un tendre lui aussi apparemment. Hein. Tu confirmes, Ange, hein? Non, mais c'était quelqu'un d'extrêmement compétent. Ouais, c'est clair. On n'est pas. Il était dur avec les autres, mais c'est surtout très dur avec lui-même. Donc, c'est. Voilà, respect. On revient à une période un peu plus contemporaine. Je suis un team principal d'une écurie qui a été virée. Je suis l'un des rares teams principaux de F1 de nationalité américaine. Schnofzer, son nom est imprononçable, Steiner. il était chez Alpine. Otmar Safnauer, Ah, oui. bonne réponse de C'est pas Ange Pasquali. Et c'était un piège, mon cher Guillaume. J'ai effectivement été l'un des rares principaux. Il est américain, Otmar Ouais. Safnauer. Ouais, J'ai il est dirigé. américain, ouais. J'ai dirigé Sébastien Vettel, j'ai sauvé l'écurie Force India de la faillite et mon poste de Tipeee, on le voit avec la tunique. Chez Alpine, un passage relativement éclair, il est resté quelques mois. Je suis à nouveau un team principal d'une écurie qui a été virée. J'ai été le patron du meilleur pilote du plateau, à savoir Fernando Alonso, bien sûr. Flavio. Non, Eric Boulier. On l'avait déjà dit. non. J'ai succédé à Jean Todt. Ah, Ouais, vous allez Domenica. Ah Nicali. oui, Domenicali. Et effectivement, Stefano Domenicali, j'ai été le PDG de Lamborghini, je suis le patron de Liberty Après, Media. Eric Boulier, ça marchait aussi. Ça marchait aussi, mais il n'a pas dirigé Lamborghini. Pas Ah encore. bah non, mais avant, tiens. Ça viendra. Mais Flavio aussi, qui a dirigé Alonso et avec le Crashgate, a été viré. Ouais, mais il n'a C'est pas vrai. dirigé Lamborghini, il n'est pas patron de Liberty Media. Ça viendra. Oui, C'est- mais c'était arrivé à la fin. C'était arrivé à la fin, Eh ça. oui. Ça fait On combien va au répondre score vite. en régie, s'il vous plaît 8-4-4. Alors, 3 pour Alain, Ah non. 8 pour Guillaume, 4 pour Ange. Très bien. Donc, c'est pas fini, Ange, tu peux revenir. Et puis, il y a encore la question subsidiaire. Je suis un team principal d'une écurie donc, qui a été virée également. J'ai été remercié en début de saison 2024, remplacé par Ayao Komatsu. Gunther Steiner. Steiner. Gunther Steiner, qui a répondu le premier en régie. Je crois que c'est Non, Ange. c'est Ange. là, C'est ouais. Ange, c'est Ange. Et Ange qui revient du diable au vert. Et on est à combien là 8 pour Ange, 8 pour Guillaume, 3 pour Alain. Donc la question subsidiaire tombe à point nommé. Eh oui. Je l'avais en plus, Eh ouais. plus rapide. Attention Ange, attention Guillaume. Tous les deux, vous devez donner la réponse, le chiffre le plus proche de la bonne réponse. Ok. Combien, selon vous, de Tipeee français ont dirigé les écuries de F1 De quoi De Tipeee. De Combien quoi de teams principales français ont dirigé les écuries de F1 C'est uniquement entre Ange et Guillaume. Allez, Guillaume. 10. 10 pour Ange. Attends. Il faut répondre, Ange. Il faut répondre, Guillaume. Ah, c'est proche de 10. Hein, Ah, oui,
Allez, Bah, je mettrais. C'est le plus moins. Je mettrais 9. Non, 11. Allez, 11. Non, mais c'est entre 9 et 12. C'est un truc. Alors. Allez, 11. 11. Moi, j'en mets 7. Donc tu as dit 11, tu as dit 7. Et On peut les nommer, je peux les nommer si tu veux. Attends, et tu as dit combien Ange, t'as dit 9 Non, 10. 10. Et la bonne réponse, c'est 9. Ah putain, chier. Alors, Je d'après suis sûr, mon je calcul, les ai. En fait, je les ai, tu vois. Alors, Et, je te le dis. Frédéric Donc, c'est moi Vasseur, qui ai gagné. Guy Ligier. Guy n'était pas le- team principal. Cyril, Si, il était team principal. Ouais. non, Il l'a Ouais. été. patron d'écurie. Non, Ouais, il l'a il été. était pas Ah très non, il a été, Cyril les gars. Abitboul, 2. Propriétaire. Jean Todt, 3. Éric Bouillet, 4. Gérard Larousse, 5. Gérard Ducarouge. Jean Gérard Todt. Ducarouge, il a été team principal. Ducarouge. Jean Todt. 6. Jean Todt, je l'ai compté. Bruno Finmain, 7. Jean Sage, Renaud. Ouh, wow, 8. oui. Bon. Ange Non, Pasquali, 9. Non, mais les gars, non. Ça fait 9. Mais Guy Ligier a été aussi Mais t'as typique. dit 11. Oui, non, mais. De toute façon, c'est quand Putain. même Guillaume qui gagne. Il a dit 9. Bravo, Guillaume. Ça, j'aurais dû- Mais Bravo. non, Guillaume a dit Mais non, 11. c'est Ange qui gagne. Guillaume a C'est dit Ange qui gagne. 11. Bravo, Ange. C'est Bravo. Ange qui gagne. Bravo, Ange. C'est toi qui Tu gagne. te fous de nous, c'est Guillaume a dit 9. Non, il a dit 11. Il a dit 11. Bah, Il a mais dit je me 11. suis rétracté. Il a dit c'est pour ça. 11. Mais moi, Ah j'avais bah. compté Guy Donc, c'est Ligier. c'est bien Ange qui remporte la victoire. Voilà. Réagissez dans les commentaires, dites-nous qui a raison. Regarde Bravo. pas sur Bravo. Google en attendant. Regardez sur Google, Guy Ligier a dirigé sa propre écurie. Voilà. Alors, Ça ferait quand même- ça ferait quand même- Guillaume, Ça fait- ça fait- vais Guillaume vous le dire. était la raison de mon absence tous ces mois parce qu'il gagnait tous les quiz. Donc je me devais de revenir et de gagner. Voilà, mais tu t'es préparé. Très bien. beaucoup J'ai d'hiver, rigolé. c'est Non, vrai. bravo, Bravo, Ange, bravo. Je suis. Allez, on enchaîne avec la Ah. Minute Insta. Exclusif, on refait la F1. Les images du départ de Christian Horner du QG de Red Bull, regardez, ça déménage. Et oui, c'est efficace. Pendant ce temps, du côté de Max Verstappen, on prépare des slides pour négocier son contrat avec Mercedes. Regardez. Just Background. presented my PowerPoint presentation. Nice. To Mercedes. Oh my god. Voilà, en tout cas, il ne se cache pas, il manque pas d'humour. On a retrouvé les images des commissaires de la FIA qui les ont conduits à pénaliser Oscar Piastri la semaine dernière lors de son violent freinage à Silverstone. Regardez, il n'y a absolument pas débat, les images parlent d'elles-mêmes. Nous sommes bien d'accord que c'est un violage, un freinage assez intempestif, comme on dit. Totalement d'accord. Voilà. Et dernière image, Sébastien était l'occasion de rendre un vibrant hommage à Eddie Jornal qui avait l'habitude de se réunir avec son band sur la scène du Grand Prix de Silverstone. Il, à la guitare notamment, Frenzen entre autres, ont souhaité lui rendre hommage. Séquence, regardez, émotion. C'est Frenzen ça? Putain. Ah ouais, putain. Oui, Herbert Poussière. Voilà, hommage à Eddie Jornal qui était un personnage, tu confirmes, mon cher Ange, haut en couleur. Hein. Tout à fait, c'était vraiment un personnage incroyable et qui, ne l'oublions pas, est la première personne à avoir donné sa chance à Michael Schumacher. Ouais, c'est clair, même si Flavio est passé par là derrière. Est-ce que j'ai 10 secondes? Je t'en Il y a un moment Insta aujourd'hui. J'ai envoyé ça sur le groupe WhatsApp. C'est en fait Nelson Piquet Jr. qui fait une gaffe et qui vend pratiquement la mèche par rapport à Mercedes. Ouais, Je on vous ai a vu- envoyé ça sur le groupe WhatsApp. On va Donc, diffuser effectivement, mais rappelons que Nelson Piquet Jr. est le beau-frère qui de s'est Max vite ravisé, Verstappen. qui a compris qu'il avait fait une boulette. Et Et qui c'était dit, assez qui annonce marrant quand carrément même. l'arrivée de Max chez Mercedes. Waouh, effectivement, c'est une grosse boulette. Allez, place à vos pronos pour le Grand Prix de Belgique. Les pronos avec notre partenaire de cette émission, il s'agit bien sûr de Winamax. Découvrez la double offre de bienvenue de notre partenaire Winamax qui
donne à tous les nouveaux joueurs 2 bonus exceptionnels. Vous le savez, bonus numéro 1, Winamax vous rembourse votre premier pari en cash et si celui-ci est perdant, dans la limite de 100 €. Et le bonus numéro 2, Winamax vous offre 10 € supplémentaires en cash avec le code de promo ORLF1. Comment ça marche? C'est très simple. Vous déposez 100 € en saisissant le code ORLF1 et vous profitez de 10 € supplémentaires. Vous placez votre premier pari et Winamax vous rembourse le montant de celui-ci s'il est perdant dans la limite tout simplement de 100 €. Vous pouvez vous inscrire tout simplement sur Winamax, sur le site de Winamax et renseigner le code ORLF1 au moment de votre premier dépôt via le lien dans la description de la vidéo. Je vous invite à cliquer sur ce lien. Attention, cette offre est réservée uniquement aux nouveaux joueurs. Je vous rappelle que les jeux d'argent sont strictement interdits aux mineurs et je vous rappelle également que c'est un jeu qui ne permet pas de s'enrichir, qui n'est pas une alternative au travail. Une chose est sûre, un grand merci à Winamax qui sponsorise ce contenu. On va revenir sur la petite compilation la semaine dernière de vos pronos pour le Grand Prix de Belgique. On revient sur ceux qui étaient présents la semaine dernière. On écoute. On commence avec Laurent. C'est dur parce que... Non mais là tu te prends le coup de massue sur la tête et là tu dis Laurent, allez vas-y, lance-toi. Oh, calm down, Jamal. Don't pull out the 9. Pas préparé sur ta petite feuille. Non, parce que j'ai beaucoup de mal. Mais Alonso. Non, je vais pas mettre Alonso. Tu sais quoi? Je vais mettre Piastri, Oh là là. Norris, Ouais. Hamilton. Alors, bon, comme je suis mauvais à chaque fois, Mauvais. je vais être encore plus mauvais. Je vais mettre Charles, Max et Lewis, parce que les 2 McLaren vont se rentrer dedans. Moi, je vais faire le retour de Max Verstappen. Donc Max. J'en ai marre de mettre les McLaren ensuite ensemble. Et pourtant, il faut. Pas beaucoup de choix. Hein. Non, je vais mettre Max, Piastri, Russell. Et de mon côté, je vais mettre Norris, Max et Piastri. Oh là là. Bien, ils sont de plus en plus en forme de monteur en ce moment. Petit Gatien, jetez à l'œil, hein, fais gaffe, il faut arrêter de se moquer de nous. Vous maintenez... donc, Camille, tu maintiens ton prono, moi je maintiens le mien aussi. Oui. De ton côté, Guillaume, Ange, quels sont vos pronos pour le Grand Prix de Belgique? Alors moi je vais mettre Lando Norris qui va poursuivre sur sa lancée. Remontada, je l'avais annoncé pour aller conquérir ce titre qu'il mérite tant. Ensuite, je vais mettre Russell, parce que la Mercedes c'est quand même pas mauvaise, hein, généralement à Francorchamps. Et pour faire plaisir à Don Camillo, parce que je pense qu'ils sont un petit peu victimes et agressés, je vais mettre un Leclerc en 3e. Ah oui, c'est bien, tu vois, c'est bien. Il a presque la maladie. Ange, quel est ton pronostic pour le Grand Prix de Belgique, s'il te plaît? Piastri, Hamilton, Verstappen. Merci Ange, tu reviens. On va te voir plus souvent à partir de la rentrée. Promis. Bon, on compte sur toi. Merci C'est toujours Ange. un plaisir de partager le plateau avec vous tous. Merci Ange, merci Guillaume, merci. Donc Camille, on embrasse Fabrice qui sera de retour la semaine prochaine. C'est la fin d'On refait la F1. Merci de l'avoir suivi les amis. On se retrouve donc lundi prochain pour une émission consacrée à Max Verstappen. Doit-il ou va-t-il quitter Red Bull? Telle est la question. Je rappelle que désormais, on refait la F1, c'est tout lundi. On est ensemble jusqu'à la trêve de la mi-saison, début août, après le Grand Prix de Hongrie. Pour être prévenu en temps réel de la mise en ligne de l'émission, je vous invite bien sûr à vous abonner. Allez-y, cliquez à notre chaîne YouTube, on refait la F1. Et puis, appuyez sur le petit bouton. N'oubliez pas également le petit pouce, ça fait toujours plaisir. À la semaine prochaine. Salut!